Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Un départ choc à TF1, un rapport terrible pour Facebook, le succès du Tour de France et le dispositif inédit des Emmy Awards. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Alors la lutte a été très serrée, vous allez voir, je vais même vous donner 2 chiffres après la virgule. Ouais. C'est M6 qui s'est imposé avec le lancement de L'amour est dans le pré saison 15, suivi par 3,31 millions de téléspectateurs. C'est 15,6% du public, c'est 22% auprès des femmes de moins de 50 ans. C'est quand même 10 points de moins sur la cible. On va en parler juste après. TF1 est 3e justement. Je vous parle de TF1 3e parce que c'est eux qui ont piqué toutes les ménagères à TF1, à M6, pardon. Ouais. Les 2 premiers épisodes de Clem saison 10, ils sont à 2,7 millions pour une part d'audience de 13%. Mais sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, TF1 est leader à 23%. Clem perd aussi 9 points sur la cible. En fait, c'était vraiment l'affrontement des 2 mastodontes sur les femmes et donc ça n'a été bénéfique à personne. Niveau audience donc générale, c'est France 2 qui prend la 2e position. Les 2 derniers épisodes de La Garçonne, la série avec Laura Smet, pointent à 3,27 millions de téléspectateurs. On a 40 000 de différence seulement avec TF1 et 15,1% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias par un coup de tonnerre, un départ après plusieurs décennies de présence. Alors on vient de l'apprendre à l'instant via le Figaro, Jean-Pierre Pernaut quitte le 13h de TF1. Le présentateur emblématique, qui est également directeur adjoint de la rédaction, ne quitte pas TF1 pour autant. Il conserve son fauteuil jusqu'à Noël. On aura évidemment plus d'informations à ce sujet demain. Son fauteuil à TF1 ou son fauteuil au 13h ? Non, il quitte son fauteuil du 13h, il garde son fauteuil du 13h jusque Noël. Et ensuite il reste à TF1, pardon. Deuxième information de ce journal des médias, c'est la suite de la saga TikTok. Voilà, vous vous en souvenez, Donald Trump est en guerre contre le réseau social chinois, on en a déjà parlé. TikTok, pour rappel, c'est un site de partage de courtes vidéos qui est très populaire auprès des jeunes. Même s'il est permis de douter de ses motivations, Trump reproche à l'application de collecter des données personnelles et de les fournir au gouvernement chinois. Le président a même menacé d'interdire l'utilisation de TikTok sur le territoire américain. Seule solution pour survivre, trouver un acheteur américain pour rassurer Donald Trump. En ce moment, rassurez-nous, ou rassurez-nous pas d'ailleurs, TikTok est toujours accessible aux États-Unis pour l'instant. Oui, mais il y a une date butoir, sans accord d'ici au 20 septembre, donc ce week-end, l'application devra fermer. Le mois dernier, Microsoft a déposé une offre pour racheter les activités américaines de TikTok. Il s'est même allié au mastodonte de la grande distribution Walmart, mais l'offre a été rejetée dimanche soir par ByteDance, qui est la maison mère de l'application. Aucune explication n'a été donnée, mais le plus surprenant, c'est que la société Oracle, qui est la reine du logiciel, est désormais considérée comme favorite pour reprendre TikTok. Pourquoi c'est surprenant, Charles ? Parce que ce que propose Oracle, ce n'est pas du tout un rachat, mais un partenariat technologique. On est loin de ce qu'exigeait Donald Trump, car ByteDance devrait garder le contrôle des activités de TikTok aux États-Unis, même si c'est Oracle qui gérerait le partage des données. Et là, on comprend plus rien. Pourquoi ça a des chances de se faire ? Vous en tirerez les conclusions que vous voulez, Philippe, mais les dirigeants d'Oracle sont pro-Trump depuis le début de son mandat. Ils ont participé au comité de transition lors de son arrivée au pouvoir. Ils l'ont soutenu sur la chloroquine. Ils ont même fait des dons pour sa campagne de réélection. Quand on sait que c'est Donald Trump qui va trancher, ça aide. Un euphémisme. TikTok n'est pas le seul réseau social dans la tourmente. Un rapport terrible pour Facebook a été publié hier par le site américain BuzzFeed. Il est terrible parce qu'il a été écrit par une analyste du réseau social en charge de ce qui est appelé l'intégrité civique. En gros, elle devait s'assurer que les échanges sur le réseau social étaient authentiques. Mais son rapport pointe les lacunes majeures de Facebook dans le traitement des tentatives d'utilisation du site pour influencer les élections à l'international. Voilà ce qu'écrit l'analyste dans son rapport, je cite, « C'est un secret de polichinelle que les décisions à court terme de Facebook sont motivées en grande partie par la communication et le risque d'attirer l'attention de manière négative. C'est pour ça qu'un de mes supérieurs m'a informé que mon travail n'avait pas d'impact, parce que si les problèmes étaient réels, ils auraient attiré l'attention, la presse s'en serait emparée et l'entreprise aurait dû y passer plus de temps. » En gros, si on comprend bien, tout ce qui passe inaperçu n'est pas grave. C'est exactement ça. Et pourtant, d'après le rapport, il se passe pas mal de choses. L'analyste semble catastrophée par ce qu'elle a vu et par ses propres actes. Je cite à nouveau son rapport. « J'ai constaté de multiples tentatives de la part de gouvernements étrangers d'abuser de notre plateforme afin de tromper leurs propres citoyens. J'ai personnellement pris des décisions qui ont affecté des présidents sans supervision et j'ai dû sévir contre tellement d'hommes politiques de premier rang dans le monde que j'ai arrêté de compter. » Et que répond Facebook officiellement ? Alors pour l'instant, le réseau social minimise, il résume le rapport à des faux likes. Comme beaucoup d'équipes dans l'industrie ou dans les gouvernements, nous priorisons les sujets sensibles, les faux likes n'en font pas partie. Voilà ce qu'a déclaré le vice-président en charge donc de la fameuse intégrité chez Facebook. Et on revient en France et on revient même un petit peu aux audiences avec le Tour de France
qui cartonne même après les vacances d'été. Chaque année, la compétition cycliste fait grimper les audiences de France Télévisions en plein mois de juillet. Mais cette année, le Covid-19 n'a pas épargné le Tour puisque la pandémie est venue bouleverser le calendrier. C'est le 29 août seulement que le coup d'envoi a été donné. Face à une concurrence différente, dans un contexte où les téléspectateurs ne sont pas aussi disponibles que pendant les grandes vacances, il n'était pas malvenu de s'inquiéter pour les audiences du Tour. Et alors au final, est-ce qu'il fallait être inquiet ? Pas du tout, au contraire. Depuis son arrivée à l'antenne, le Tour cartonne sur France 3, qui diffuse la première partie de chaque étape, puis sur France 2. En moyenne, donc je vais vous donner quelques chiffres, 3,4 millions de fans sont au rendez-vous sur France 2 pour 36% de part d'audience chaque après-midi. France 3 n'est pas en reste, 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne pour les débuts d'épreuve, soit 20% du public. Louise Bernard a demandé à Laurent-Éric Lelay, patron des sports de France Télé, comment il expliquait ses excellents scores. C'est toujours difficile de prévoir, mais c'est vrai qu'on était très optimistes et je pense l'avoir dit sur votre antenne avant le début du Tour. Alors pourquoi ? D'abord parce que je pense que les gens ont un rapport très particulier avec le Tour de France. Je pense que l'ensemble des Français aiment le Tour de France et que pour eux, de revoir le Tour de France, c'était une forme de renaissance. Et de voir cet événement vivant passer tout au long des routes françaises était une manière de voir le pays revivre. Deuxièmement, la période du mois de septembre en termes d'audience télé est une période qui est extrêmement favorable. C'est la troisième explication. Je pense que le Tour de France a démarré sur les chapeaux de roue pour nos Français, avec notamment Alaphilippe, qui a réussi à prendre le maillot, même si on aurait aimé qu'il le garde un petit peu plus longtemps. Il a quand même réussi à le prendre extrêmement vite et donc ça a eu un effet favorable. Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télé, qui était chez nous à ce micro il y a quelques jours. Effectivement, à l'antenne, il avait dit qu'il était très optimiste. Mais pendant la pause pub, il m'a dit j'ai dit que je suis très optimiste parce qu'il faut toujours dire ça. Mais en fait, sur les audiences, on n'en sait rien. Donc, très bonne nouvelle pour Laurent-Éric Lelay et pour France Télévisions. Et au-delà des très bonnes audiences quotidiennes, France Télé se réjouit surtout de l'intérêt des jeunes pour le Tour. Selon le groupe, 46% des 15-24 ans ont regardé au moins une minute de la compétition cette année. C'est ce qu'on appelle le reach, contre seulement 22% au même point l'an dernier. Donc, c'est 24 points de plus. Et les consultations de vidéos en ligne sont en hausse de plus de 20% sur un an. Tous les jeunes ont un rapport très particulier avec le Tour de France. Et même si il n'y a pas peut-être toutes les étapes, ils le regardent, ils le picorent, ils le suivent. Il y a des étapes sur lesquelles ils sont plus intéressés que d'autres. Je pense aux étapes de montagne qui rassemblent toujours beaucoup parce que l'effort sportif est très très impressionnant et qui font que ces cyclistes font de véritables exploits sportifs. Et je pense que ça aussi, ça les intéresse. Laurent-Éric Lelay au micro de Louise Bernard. Et demain, à noter que nous recevons dans ce micro Laurent Luyat et Alexandre Pasteur qui commentent le Tour de France. L'un commente les étapes et l'autre a les émissions d'analyse d'après-tour. Autre genre de compétition, Charles. Dimanche, les Emmy Awards vont récompenser le meilleur de la télé américaine. C'est Jimmy Kimmel qui sera aux commandes de la grande soirée consacrée au petit écran, aux meilleures séries, aux meilleurs téléfilms diffusés aux États-Unis. Ce sera diffusé sur ABC et des millions de téléspectateurs devraient être au rendez-vous. Mais évidemment, Covid oblige, décidément, la cérémonie n'aura pas tout à fait la même allure que les années précédentes. Alors, qu'est-ce qui va changer ? À peu près tout. Alors évidemment, on reste sur les fondamentaux. C'est une cérémonie de remise de prix, mais il n'y aura pas de tapis rouge avant la soirée, pas de stars amassées dans une grande salle. Elles ne devront pas sortir leur plus beau masque, pour aller avec leur tenue de soirée. Vu la situation sanitaire, la cérémonie sera virtuelle. Jimmy Kimmel sera bien en direct du Staples Center de Los Angeles, mais les stars, elles, resteront chez elles. En tout, 140 caméras ont été réparties aux 4 coins du pays pour filmer les lauréats potentiels, mais aussi les remettants. Certains seront sur la scène du Staples Center, mais pas tous. Et pas question d'enregistrer des discours en avance ou de révéler à l'animateur quel nom se cache dans quelle enveloppe, même pour faciliter les choses. On n'est donc pas à l'abri, comme en 2017 aux Oscars, qu'un mauvais nom soit lu au moment de révéler le nom d'un gagnant ou d'une gagnante. Eh bien, ça promet. Merci beaucoup, Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.